Asrali. Merci Rachid Hallaoui, et merci pour l'invitation et félicitations pour ce programme. C'est toujours un plaisir. Je rappelle que vous avez été ministre en charge de la femme, de la solidarité et du développement social. Tout à fait. Que vous êtes membre de cœur, membre historique du PPS, le Parti du Progrès et du Socialisme. Je vous laisse le qualificatif. Je suis au PPS depuis que j'ai l'âge de 19 ans. Et je ne vous dis pas combien j'en ai maintenant, mais je suis pétri du PPS. J'ai donné toute ma vie dans l'action avec le PPS et le PPS m'a beaucoup apporté. Bon, on y reviendra d'ailleurs. Bien qu'aujourd'hui, je sois en décalage par rapport à l'orientation stratégique. Du parti, du chef du parti qu'on a reçu. Moi, je ne parle jamais des personnes, je parle de... Enfin, je peux dire quand même l'orientation imprimée par le chef du parti. On y reviendra. Et on y reviendra. On y reviendra effectivement parce que là, on va aborder dans un premier temps ce dont on parle aujourd'hui. Il y a de nombreuses personnes qui se sont exprimées, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, sur la condamnation. Ouais, ça vous faut souffler sur la condamnation judiciaire des détenus du RIF. On ne peut pas ne pas être profondément choqué devant des peines aussi dures contre des jeunes Marocains. Ceci sans prendre la place ni des juges qui ont appliqué la loi avec une approche juridique, ni prendre la place des victimes qui ont certainement leur mot à dire. Mais je dis que c'est une calamité d'avoir aussi mal géré ce conflit, de l'avoir laissé dégénérer et d'avoir laissé se produire les conséquences qui se sont produites, qui sont vraiment déplorables, alors que ce conflit méritait d'être traité, non pas avec une approche juridique, mais avec une approche politique, avec une approche sociale. Donc aujourd'hui, s'il fallait faire un procès juste, il aurait fallu impliquer dans ce procès l'ensemble de ceux qui sont responsables de ce qui est arrivé aujourd'hui et de la situation où nous en sommes aujourd'hui. C'est insupportable, dans le Maroc de la nouvelle constitution, de voir des jeunes militants, malgré les erreurs qu'ils ont pu avoir commis, être condamnés à des peines aussi sévères. Et j'espère de tout cœur que l'appel va pouvoir rétablir une vraie justice, non pas simplement juridique, mais une justice qui soit également politique et sociale. On vous voit très peiné, très affecté par ce sujet. Ça me fait mal au cœur parce que nous avons consacré toute notre vie. Des dizaines, des centaines, des milliers de militants ont consacré leur vie pour que le Maroc ne connaisse plus jamais ces situations qu'on a connues et qui me font mal au cœur de voir des jeunes condamnés à des peines de prison aussi longues. Quand vous dites ça, c'est-à-dire que, parce que sur les réseaux sociaux, on a vu des espèces de hashtags, on a eu l'IER, on a eu la nouvelle constitution. Marche en arrière, retour en arrière du pays sur le terrain. Mais oui, aujourd'hui, il y a une régression. Oui. Il y a une régression, mais on doit non pas simplement punir à un instant T des gens qui ont commis des actes qui sont passibles de la loi, mais on doit essayer d'aborder l'ensemble de ce qui a fait qu'on en est arrivé là. Pourquoi est-ce que malgré la nouvelle constitution, malgré les progrès accomplis, malgré les luttes, les espoirs, malgré la volonté du roi Mohamed VI, malgré tout ça, pourquoi aujourd'hui est-ce que nous sommes dans cette impasse, dans cette crise, dans cette confrontation qui n'aurait jamais dû avoir lieu entre les enfants du peuple marocain? Les activistes du RIF, pour vous, c'est les enfants du... C'est des enfants du Maroc. Ce sont des enfants du Maroc. Je ne dis pas que je ne porte pas de jugement sur ce qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait. Ça, c'est la justice qui peut juger. Mais il faut qu'il y ait un traitement global de la situation pour faire intervenir également toute la problématique. La volonté de ceux qui ont laissé pourrir volontairement les choses ou pas volontairement. Enfin, il y a tout un ensemble de facteurs à analyser pour pouvoir effectivement faire une vraie justice. Excusez-moi, je dis un mot. Une vraie justice, c'est une justice qui convainc. Ce n'est pas simplement une justice qui émet des peines, c'est une justice qui convainc les différents acteurs. Très souvent, les verdicts qui sont rendus à travers le monde, c'est des fois des verdicts aussi, des jugements qui sont toujours contestés par la partie qui a été condamnée. Donc non, aujourd'hui, ce n'est pas la partie simplement qui a été condamnée. Oui. Aujourd'hui, on constate au Maroc une large indignation quant à la force, à la lourdeur des peines qui a été appliquées. Bien, écoutez, mon Dieu, mais on doit au moins expliquer pour pouvoir débattre. On doit expliquer au-delà de l'aspect juridique, parce que moi, je ne peux pas me substituer au juge qui regarde l'article temps et qui voit telle chose et qui sort les peines qui sont prévues par la loi. Ça, je ne peux absolument que respecter les juges et respecter la justice. Mais au-delà de la justice, il y a un traitement, encore une fois, social et politique de la question qui méritait d'être abordé avec aussi un échange d'idées et de paroles. Il faut qu'on explique, il faut qu'on convainc. Pour vous, il aurait fallu donner aussi une dimension, une tonalité politique à ce jugement?
Bien, écoutez, Parce que c'est tout le dilemme aussi aujourd'hui. Hein. Avant d'en arriver au rend jugement, oui. à mon avis, on n'a pas suffisamment débattu, on n'a pas échangé. Aujourd'hui, quand vous regardez les réseaux sociaux, que vous demandez aux gens, la plupart ne savent pas pourquoi ces jeunes. Pour eux, c'est des jeunes qui ont été condamnés parce qu'ils ont fait une marche pacifique. Ça ne peut pas être le cas. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a des faits concrets qui leur sont reprochés. Les faits concrets sont venus comme suite au pourrissement d'un conflit qui au départ était pacifique et qui n'a pas été traité. Et il faut revenir aux raisons pour lesquelles il n'a pas été traité. En tout cas, pour vous... C'est la responsabilité de qui? La responsabilité des élus, la responsabilité du gouvernement, la responsabilité de tous ceux qui auraient dû jouer un rôle de médiateur et qui ne l'ont pas joué, pour des raisons bien sûr qui peuvent se discuter. Mais il faut qu'on mette tout ça sur la table avant de pouvoir effectivement faire une sortie de crise qui n'est pas une sortie comme ça, où c'est les seuls qui payent les pots cassés. Ce sont... ceux qui, en fin de compte, ont peut-être commis des actes concrets, mais dans un contexte qu'il faut expliquer. Beaucoup plus large, j'ai bien compris. Mais juste un petit mot, Nazas Raleh, sur le personnel politique qui, depuis hier, en fait, qu'il soit ministre, qu'il soit chef de parti, qu'il soit responsable politique, qu'il soit de la majorité, qu'il soit de l'opposition, se sont exprimés. Je pense à Saladin Othmani, chef de gouvernement, secrétaire général du PJD. Je pense à Nabil Ben Abdallah, chef secrétaire général du PPS, pardon, qui s'est également exprimé. Je pense à Hakim Ben Chemas aussi, qui est secrétaire général du PAM et président de la première chambre, qui se sont exprimés publiquement sur les réseaux sociaux ou via des communiqués ou directement. Et là se pose la question aussi de, quand on est responsable politique, qu'on soit aux affaires ou qu'on ne le soit pas, sur le fait de s'exprimer et de commenter une décision judiciaire, dans le sens où aujourd'hui il y a une loi qui a été d'ailleurs votée au Parlement pour l'indépendance de la justice à l'égard du pouvoir exécutif et législatif. Voilà. Est-ce que... Écoutez, moi je vais vous dire une chose, la justice est indépendante. Effectivement, mais la justice, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que la justice est là pour rendre justice ou elle est là pour appliquer la loi? Que de fois les juges ont dit qu'ils étaient là pour appliquer la loi. Et donc s'ils ont appliqué la loi purement, dans leur rôle, on ne peut pas le leur reprocher. Mais encore une fois, la gestion de ce conflit aurait dû être autre que simplement juridique. Mais est-ce que le politique, est-ce que vous considérez que le politique est dans son rôle ce qu'il a fait depuis mardi soir, hier, et fait sur les 48 heures qui viennent de s'écouler, qui s'exprime? Mais qui peut ne pas avoir mal au cœur de voir des gens condamnés à des peines aussi lourdes? On voit bien que c'est un jugement qui fait mal à l'ensemble de la classe politique. Excusez-moi, si je vous cite très rapidement un exemple qui pourrait être similaire et dans lequel j'ai eu une gestion différente, pendant ce qu'on a appelé le printemps arabe ou le 20 février, quand j'étais en poste en tant que ministre, j'ai eu des non-voyants qui ont brisé la porte du ministère, qui sont venus avec des bidons d'essence, qui ont blessé même des gens blessé légèrement des gens de la surveillance, oui, et qui sont montés à la terrasse en menaçant de se jeter, de brûler le ministère, etc. Mais là, je n'ai pas fait appel à l'approche sécuritaire et à l'approche judiciaire. J'ai réussi à défaire la crise, à déminer en tout cas, à déminer la crise, et ensuite j'ai rencontré des gens et je leur ai dit, écoutez, parmi vous il y a des juristes, si je vous donne à vous de juger les actes que vous avez faits, vous allez vous-même condamner à 20 ans de prison ceux qui ont fait ça parce que des actes terroristes, vous avez menacé la vie des fonctionnaires, vous avez occupé des lieux publics, etc. Mais je ne vais pas m'appuyer sur cette approche, je veux m'appuyer sur l'approche de dialogue, je veux discuter avec vous. Je comprends votre désespoir, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser des choses comme ça, etc. Et on est arrivé à se mettre dans une voie pour régler les problèmes de façon progressive. Ça ne veut pas dire qu'on a réglé tous les problèmes, mais 750 parmi les non-voyants et handicapés ont pu avoir accès à la fonction publique. 750, c'était unique dans les annales des personnes en situation de handicap. Et ça a été fait avec un certain... Avec la médiation. J'aurais pu dire, ah ben voilà, moi j'appelle la justice, j'appelle la police, tout ça pour dire quoi? J'appelle la justice, ils condamnent. Oui. Mais non. Non. Donc des fois il y a des alternatives, vous voulez dire, mais dans ce cas précis, je pense qu'il n'y avait pas... Quand il y a une problématique à caractère social, oui, et politique, il faut les médiations. Mais le problème dans notre pays, et il faut que je le dise, c'est le moment pour le dire, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, c'est qu'on a un énorme divorce entre la population et entre les élus. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des élus, majorité et opposition, ne représentent que 25% des voix des électeurs.
Vous le savez aujourd'hui, nous avons 24 millions de Marocains et de Marocaines en âge de voter. Seuls 16 millions sont inscrits sur les listes électorales. Seuls 6 millions ont voté. Donc 6 millions sur 24, ça fait le 1/4. Majorité plus opposition constitue le 1/4 de la population. Il y a un divorce énorme. Donc pour recrédibiliser les partis politiques et les institutions politiques, il faudrait aujourd'hui, on ne peut pas gérer démocratiquement ce pays sans qu'il y ait des médiateurs, sans que chacun joue son rôle. Et la population, moi je ne ferai pas le populisme de dire le peuple est parfait et c'est les autres qui sont en tort. Non, aujourd'hui nous manquons de civisme, parce que la définition du civisme, c'est par rapport au fait de s'impliquer avec les institutions du pays et le fait d'avoir des élus qui soient notre choix. On n'a pas le droit de dire que les élus ne sont pas corrects si on n'a pas participé nous-mêmes au choix de ces élites. Les 3/4 des gens n'ont pas participé. Même si on participe, même si je ne paie pas mon bulletin dans l'urne, je peux aussi avoir un avis, voire une opinion, non? Oui, bien sûr, mais je vais vous dire en quoi c'est dangereux. Oui. C'est que la Constitution, dans l'article 2, ils disent que la souveraineté est à la nation, la souveraineté à la nation qu'elle exerce à travers les élus. C'est à travers les élus qu'on constitue un gouvernement. Donc aujourd'hui, si on a un gouvernement qui est en deçà de nos attentes, et c'est la réalité, c'est tel que le pense la majorité des gens, eh bien, c'est aussi de notre faute, parce que 75% parmi nous n'avons pas voté. Si aujourd'hui nous avons des élus locaux qui ne correspondent pas à nos attentes, si c'est le cas, parce que je ne veux pas généraliser, c'est aussi notre responsabilité. Donc aujourd'hui, comment voulez-vous conduire le changement si nous ne l'amenons pas de nous-mêmes, de nos choix, si nous n'exprimons pas nos choix? Et ceux qui sont élus, c'est parce que les autres, c'est parce que les 3/4 ne votent pas. Et justement, ça vous peut-être si tout le monde votait, et moi mon rêve aujourd'hui, c'est de voir, pas une seule mesure, mais entre autres mesures, le vote obligatoire. Vous êtes favorable au vote obligatoire? À 100%. Regardez la Belgique. Oui. La Belgique, j'ai discuté avec les Belges. Aujourd'hui, ils disent, on n'a même pas besoin d'appliquer des sanctions, tout le monde vote. Parce que le vote, c'est un devoir. C'est écrit dans la Constitution que c'est un devoir citoyen, mais on ne met pas l'obligation de voter. Il faut faire l'obligation de voter parce qu'on ne peut pas pratiquer la démocratie sans manifester son vote. Et si bien sûr on est convaincu de personne, c'est le choix de chacun, on va et on met un vote blanc. On se déplace et on met un bulletin dans l'urne. On doit exercer son devoir citoyen pour avoir une démocratie. Autrement, démocratie sans participation... Justement, avant de verser sur le deuxième axe du débat d'aujourd'hui, qui va porter sur l'environnement politique et un peu partisan, nous allons sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on le voit, ils sont de plus en plus dynamiques. Je rappelle aussi que tout le personnel politique et tous les acteurs politiques qui sont exprimés sur la condamnation judiciaire rendue par la justice sur les détenus du Hirak l'ont fait sur Facebook ou sur Twitter. On a vu aussi, et on continue à voir sur les réseaux sociaux, des hashtags retour en arrière, un petit peu, dénonce un petit peu ce qui se passe. Comment vous analysez ce phénomène? Écoutez, moi je voudrais dire un mot sur la question des réseaux sociaux. C'est qu'auparavant, le débat public était encadré par les idées de la gauche, par les partis politiques. Il y avait un rôle, ils avaient un poids, ils avaient une voix qui compte, etc. Par les journaux sur papier qui étaient aussi des journaux influencés par des idées de la gauche, des idées de progrès, etc. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, il n'y a plus de leaders reconnus. Les leaders, c'est les blogueurs, c'est les blogueurs qui attirent... On appelle les influenceurs quand on est connecté. Les influenceurs, voilà, les influenceurs. Et les influenceurs, ils peuvent être tous azimuts. Ils peuvent être des personnalités, bien sûr, honnêtes et sincères et qui ont un sens élevé de la communication, mais ils peuvent être aussi des gens qui représentent des idéologies, des intérêts. Donc aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux. Vous suivez les réseaux sociaux? Vous avez une page Facebook? J'ai une page Facebook, oui, mais bon... Vous avez un compte Twitter? J'ai pas de compte Twitter, non. Ça devrait venir, mais je ne l'ai pas. Par contre, je sais que vous avez WhatsApp, parce qu'on a échangé par WhatsApp. Oui, par WhatsApp, bien sûr, je suis sur WhatsApp. Bon, je ne suis pas une grande utilisatrice. Plus sérieusement, voilà, pour ce qui se passe aujourd'hui, toute la dynamique socio-numérique, en fait, vous en pensez? Voilà. Elle est bonne aussi pour... Je pense qu'elle est excellente, parce qu'elle permet de dénoncer les inégalités, qu'elle permet de dénoncer les injustices, les abus, et c'est vraiment un effet formidable. Aujourd'hui, plus rien ne passe sous silence, mais c'est aussi, par contre, c'est aussi quelque chose où on utilise des fake news, où on utilise des stéréotypes qui prennent facilement, où ce sont parfois les communicateurs qui communiquent à travers la bêtise, à travers les idées les plus vulgaires, les plus rétrogrades, qui peuvent avoir le plus de succès. Donc c'est une lame à double tranchant. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un manque
de la part du mouvement progressiste, de ce qui reste comme tenant, disons, des droits de l'homme, de l'égalité, de toutes les valeurs pour lesquelles et les principes pour lesquels on s'est... Ce qui reste du progrès, de ces porteurs de progrès en matière de droits de l'homme... C'est sorti tout seul. Mais oui, c'est pour ça que je vous interpelle là-dessus. C'est sorti tout seul parce que... Ces idéaux, cette civilisation des Lumières, ce qui permet de nous éclairer aussi. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on a une tendance à l'uniformisation. On a une tendance à l'uniformisation, surtout quand on a perdu les repères, surtout dans le champ politique. Quand on a des alliances contre nature qui se font, je crois que ça a contribué de façon très forte à détériorer le champ politique et détériorer la lisibilité politique du champ. Parce que aujourd'hui... Est-ce que c'est pas une réalité à travers le monde, à l'instar du Maroc, ça se passe un peu partout? Regardez le nouveau président de la République française, il a écarté d'un revers de la main les deux formations traditionnelles. Il a réussi à se faire élire en étant à la tête de micro-partis. Par exemple, ou ce qui se passe à l'Italie, ce qui se passe aussi aux États-Unis, c'est-à-dire c'est des choses aussi qui... Nous sommes en train de vivre un tremblement de terre, un changement de fond, si on veut, en ce qui concerne... Avec lequel il faut s'adapter. Avec lequel il faut s'adapter, mais en espérant que ce qui va naître après sera meilleur que ce qu'il y avait avant. Donc ce qu'on espère, c'est que ce grand changement va aboutir vers le progrès et vers les valeurs sûres qui sont intangibles, les valeurs universelles que sont la liberté de l'être humain, la dignité, l'égalité, des valeurs, disons, qui sont supérieures à tout le reste. Parce que fondamentalement, l'être humain, il a besoin de liberté, de dignité, il a besoin de droits humains. Et aujourd'hui, nous sommes tous imprégnés de la nécessité de respecter les droits humains dans toutes leurs dimensions, droits civils et politiques, droits économiques, sociaux, culturels, environnementaux. Là-dessus, on va revenir sur le deuxième volet du débat d'aujourd'hui avec vous, oui. Sur l'environnement politique. Est-ce que on a une majorité gouvernementale, on a une opposition. D'ailleurs, le PPS, votre parti de cœur, votre parti historique, fait partie de cette majorité, est une composante de cette majorité gouvernementale. Je vais vous poser une question très directe, Mzasrali. Est-ce que vous faites partie de ceux, ou de celles plutôt aujourd'hui, qui êtes critiques à l'égard de la conduite des politiques publiques, de ce qui se passe dans notre environnement, ou vous êtes plutôt dans ceux qui considèrent qu'il faut être... ce gouvernement, c'est pas facile la situation, la conjoncture est assez compliquée, et que du coup vous le défendez. Est-ce que je ne veux pas avoir une position binaire, mais bon, une question binaire, mais en tout cas voilà. Oui, je peux répondre. Elle est critique ou elle défend? Moi, je fais partie des gens qui déplorent la détérioration des politiques publiques de façon claire. Donc pour moi, la politique de ces gouvernements depuis la nouvelle Constitution, pour moi, c'est une politique qui aboutit à un échec sur tous les plans, sur beaucoup de plans, disons, parce qu'il n'y a pas eu que des... Politique, économique, sociale, culturelle. En tout cas, pour le social, le culturel, oui. De façon claire. Pourquoi? Parce que moi, je ne veux pas dire que c'est facile. Vous avez été aux responsabilités. Je ne peux absolument pas dire que c'est facile, mais il y a quand même des règles de conduite qui ont été fixées par la Constitution et des objectifs qui ont été fixés par la Constitution qui nous a ouvert énormément d'espoir depuis qu'il y a eu cette Constitution. On a vu les droits humains, pour tous, l'égalité, la parité, les libertés, les droits de l'enfant, les droits des personnes handicapées. Mais on était plein d'espoir. On s'est dit, ça y est, le Maroc nouveau, ça va être ça. Mais le paradoxe, parce qu'il y a des paradoxes très importants. Le paradoxe, c'est que justement, avec une constitution très avancée, avec 75% d'abstention aux élections, nous avons eu un gouvernement dirigé par la force la plus conservatrice et la plus, disons, réticente à la mise en œuvre de ces droits qui sont contenus dans la Constitution. Deuxième point très important, c'est que la Constitution a fixé l'approche participative comme étant une règle du jeu obligatoire. Avec la société civile. Participer un maximum de citoyens. Il y a des mécanismes et des relais associatifs à la vie publique. Parce qu'on ne peut pas savoir est-ce que la population est satisfaite si ce n'est à travers des relais. Les relais, c'est quoi? Ou savoir déjà ce qu'elle pense. Aujourd'hui, on a une panne du dialogue social. Oui. Panne totale. On a une panne de l'approche participative avec la société civile. Regardez toutes les lois. Parlons que des droits des femmes, puisque c'est mon domaine où je travaille. Est-ce que c'est satisfaisant pour un gouvernement et pour une majorité parlementaire de faire passer une loi sur la violence à l'égard des femmes que tout le monde rejette? Oui, que vous avez critiqué, vous, d'ailleurs. Je l'ai critiqué. La société civile, même bon de Dieu. Je fais une loi. Vous ne l'avez pas critiqué parce que c'est Bassima Hakaoui qui est ministre du Parti Justice et Développement. Pas du tout. Je peux vous dire que je suppliais, je priais Dieu, façon de parler, qu'il puisse y avoir effectivement des avancées
Parce qu'on a besoin des avancées. C'est pas pour me faire plaisir ou contre ou pour X ou Y. C'est parce que le pays a besoin de ces lois. On a besoin de lois pour protéger les femmes contre la violence. Mais cette loi qui a été votée le 14 février, c'est ça, 2018 ? Cette loi, écoutez, 2018, oui. Même si je ne dis pas ce que j'en pense moi, mais regardez ce qu'en pensent les associations qui ont créé la problématique, qui ont mis à jour, plutôt qui ont dévoilé le phénomène de la violence à l'égard des femmes, qui ont travaillé sur la violence depuis plusieurs décennies. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette loi qui a été adoptée par le Parlement en février 2018 ? Mais c'est une loi qui ne correspond absolument pas aux attentes. D'abord, c'est une loi qui n'exprime pas les objectifs de la loi, elle n'exprime pas l'objectif, disons, de protéger les femmes contre la violence. Elle ne parle pas Elle n'est pas précise dans la classification des violences faites aux femmes. C'est une loi d'abord qui n'en est pas vraiment une parce que essentiellement, elle modifie des articles du Code pénal. Or, le Code pénal lui-même... En durcissant les... En durcissant les peines. Oui. Donc, en soi, c'est pas mal, ça, non ? C'est pas mal. Oui. Mais le problème, c'est pas mal si on avait une loi correcte et qu'il fallait juste... disons, accentuer les peines, etc. Mais le problème, c'est qu'on a un code pénal qui est complètement en décalage avec nos attentes. Parce que, par exemple, le code pénal, il considère que le viol d'une femme, ce n'est pas une atteinte à l'intégrité physique de la femme. C'est une atteinte aux mœurs et à l'ordre des familles. Pour lui, le viol, c'est classé dans cette catégorie. Donc, par conséquent, la même chose, l'avortement. Il est classé aussi dans l'ordre des familles, dans les mœurs, l'atteinte à la pudeur publique, etc. Est-ce que dans cette dimension-là, moi je ne vais pas défendre cette loi... Non, je veux dire par là qu'on avait besoin d'une réforme. Oui. Une vraie loi, c'est-à-dire qu'elle soit une loi à part. Elle peut être dans le code pénal. Oui. Comme, moi, c'était le projet que j'avais fait moi-même, c'était une loi qui était un chapitre du code pénal et qui avait une cohésion d'ensemble. Or là, c'est un ensemble d'articles qui ont été modifiés ici et là. Donc c'est une espèce de patchwork, vous voulez dire ? Je vous donne un autre exemple. Par exemple, une des mesures positives qui était dans la loi, c'est de dire, pour la première fois, on sanctionne le mariage, le mariage forcé. Mais quand on lit la loi, on trouve mariage forcé avec violence. Mais le mariage forcé... C'est-à-dire que le mariage forcé, il y a que violence ou pas, il est forcé, c'est ce que vous voulez dire. Donc il doit être non-violence, c'est-à-dire qu'en général, pour marier une fille de 13 ans ou de 14 ans, on n'a pas besoin d'utiliser de la violence. Il suffit de lui dire qu'on va lui acheter, je ne sais pas quoi... un petit cadeau pour lui faire plaisir. Un cadeau pour lui faire plaisir. Et puis elle peut... Et si c'est son père et sa mère qui lui disent et qu'elle va se faire belle et qu'elle va être la mariée, et bien voilà, donc ça ne va pas être sanctionné. On ne va pas sanctionner ceux qui vont aller ruser pour contourner la loi et utiliser l'article 16 pour se marier avec des mineurs de 13 et 14 ans. On ne va pas les sanctionner parce qu'on va estimer que c'est fait sans violence. Justement, comment vous expliquez... Donc, ça, c'est juste un exemple. Mais En tout cas, cette loi ne vous convient pas, vous l'avez dénoncée, vous l'avez... Je dis que c'est dommage qu'on a perdu tellement de temps, qu'on a eu tellement d'attentes et tellement de résistance, etc., qu'à la fin, on sorte avec une loi sans avoir essayé de négocier avec ces associations, bon de Dieu, qui sont sur le terrain et qui travaillent dur, essayer de négocier avec eux des choses qui peuvent être acceptables. Au moins, on aurait dit, il y a la moitié des attentes de la société civile qui ont été satisfaites, et c'est pas le cas. Est-ce que c'est impertinent de ma part si je vous dis, Neza Srali, que peut-être, peut-être, Bassem Hakaoui, parce que c'est son ministère, celle qui a fait voter cette loi, je rappelle, le 14 février dernier, a tenu compte aussi de l'évolution sociale et sociétale des familles aussi, pour qu'elles soient acceptées, mais que ça se fasse de manière graduelle et pas monter en puissance directe. Voilà, et on peut utiliser cette approche graduelle. Mais est-ce que ce n'est pas cette approche-là qui a été privilégiée par le... Non, parce que pour moi, d'abord, la stabilité des familles, elle doit se faire autour des valeurs aussi. Autour des valeurs et dans la protection. La violence n'a jamais constitué un facteur de stabilité, au contraire. Mais il y a la violence dans la famille, il y a la violence à l'extérieur de la famille. Et aujourd'hui, comment voulez-vous qu'on règle les problèmes de la société avec une telle violence qui s'exerce contre les femmes et qui reste impunie? Est-ce qu'aujourd'hui, la société, ce qui se passe en tout cas au sein de la société, il y a de plus en plus de violence exercée? Oui, il y a de plus en plus de violence. Plus aujourd'hui qu'hier? Oui, plus aujourd'hui qu'hier, parce qu'il y a des formes de violence qu'on n'avait jamais vues avant. Et qui aujourd'hui, par exemple... Harcèlement moral, c'est ça que vous voulez dire? Non, excusez-moi, par exemple, ce qu'on a eu à Tanger, quand il y a eu une foule qui a suivi une fille parce qu'elle était habillée juste en t-shirt, normal, elle se promenait. Sur la corniche. Sur la corniche de Tanger. Ce qu'on a eu avec les filles de Innsgen, c'est-à-dire des véritables émeutes provoquées artificiellement. Mais ça, ce sont pas des choses qui ont poussé spontanément dans la société. C'est parce que les jeunes sont travaillés au corps par une idéologie rétrograde, par une idéologie de haine contre les femmes, par une idéologie qui leur dit que c'est eux qui sont responsables de la tenue des femmes et que c'est eux qui doivent...
disons, corriger les femmes pour qu'elles ne s'habillent pas de la sorte. Il y a une idéologie d'agressivité. De milice morale, en fait, de la morale. On a parlé, bien sûr, des unités de la vertu pour combattre le vice et al-munkar. Bon, on a parlé de ça, mais ça fait partie d'une idéologie. Pour moi, l'islam politique, dans sa composante politique et dans sa composante souterraine, on fait énormément de mal au Maroc et à la société marocaine. Et aujourd'hui, notre société... Là, pour vous, ce n'est pas du conservatisme social. Le conservatisme ordinaire, entre guillemets, qui était auparavant dans notre société, on le gérait avec beaucoup de doigté, de délicatesse, et on arrivait à faire avancer les choses. Aujourd'hui, ce n'est pas ce conservatisme, entre guillemets, ordinaire que nous vivons. Oui. Aujourd'hui, nous vivons une confrontation avec des tenants d'un islam politique, c'est-à-dire non pas un islam pour Dieu, mais un islam pour le pouvoir politique, l'islam pour les intérêts politiques. Et je pense que c'est ça, c'est cette idéologie-là qui a fait tellement de mal et qui continue à en faire dans notre pays. Comment le combat, ça? Aujourd'hui, moi, je crois qu'il faut qu'il y ait une participation citoyenne. Nous avons besoin d'assurer les conditions d'une grande participation citoyenne parce que les 75% qui n'ont pas voté, ce sont des gens plus ou moins... Vous venez toujours, en fait, pour vous, tout pour se moi, passe par la question... la conscientisation politique, par l'acte politique. Il faut le civisme. D'aller voter. Il faut le civisme aujourd'hui. Il faut le civisme. Oui. Le civisme, ça veut dire aller voter. Le civisme, ça veut dire se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays et pas seulement qu'est-ce que notre pays peut faire pour nous. Et on a besoin de ce civisme et de cette implication pour pouvoir mener des politiques publiques qui combattent les inégalités et qui nous permettent de réaliser nos principes. Je vais rester encore un peu impertinent. Vous êtes démocrate. Faites. Voilà. C'est aussi quand on est démocrate comme vous, c'est qu'on respecte le verdict des urnes. Si demain tout le monde va voter, ce que vous avez souhaité et que vous appelez de vos voeux, et que ce vote ne va pas forcément dans le sens que vous appelez aussi et que vous attendez, vous faites comment? Aujourd'hui, vous croyez que je suis contente du verdict des urnes? Je ne suis pas contente. Mais je ne suis pas contente du verdict on respecte le verdict des urnes. Si c'est le courant conservateur qui l'emporte à des élections, et massivement... Rachid, il faut qu'on mette les règles de l'exercice de la démocratie et qu'on laisse le peuple marocain faire son expérience. Parce que notre peuple a besoin de faire son expérience. Moi, je respecterai tous les résultats de tout ce qui peut venir de notre population, à condition qu'on mette en place ce qu'il faut. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la liberté d'expression, il faut qu'on ait l'expression plurielle, il faut qu'on arrête de verrouiller la parole publique, il faut qu'on la libère, et puis aussi il faut qu'il y ait une participation, il faut qu'il y ait le vote obligatoire pour moi, et pas simplement comme une mesure qui va tomber comme un coup près, mais il faut que ce soit expliqué. Il faut qu'on explique aux gens, vous avez un pouvoir, si vous ne l'exercez pas, c'est très très grave pour le pays, si vous n'exercez pas le pouvoir d'exercer la souveraineté de la nation. Pour revenir juste sur cette loi qui a été faite pour préserver la femme, par rapport aux violences qui sont exercées, que vous avez critiquées, en tout cas que vous considérez incomplètes, si je puis dire, pour rester poli. Parce qu'elle va pas rester, cette loi, parce que les articles, ils vont sortir, ils vont être mis Non, ils vont être mis dans le code pénal. Parce que comment elle est constituée, la loi? Il y a premièrement les définitions, deuxièmement les articles du code pénal et du code de procédure pénale qui vont changer. Donc il va y avoir des modifications. Donc tout ça vont sortir de cette loi, ils vont être introduits dans le code pénal. Qu'est-ce qui va rester dans cette loi? Il va rester des définitions qui sont incomplètes d'ailleurs et qui sont amputées, si on veut, par rapport aux définitions internationales. Et il va rester quelques instruments comme les centres d'accueil pour les femmes, etc. Donc c'est une loi qui n'est pas vraiment une loi, et ça c'est pas moi qui le dis encore une fois. Non, je sais, la société civile, les juristes... Je voulais juste parce qu'en fait dans une déclaration en préparant l'émission... Si c'était un progrès, j'aurais dit c'est un progrès. Vous avez dit qu'en fait que la Tunisie, que la loi parce qu'en Tunisie il y a une loi qui a été votée, vous avez fait cette déclaration en disant que en Tunisie on est en retard vis-à-vis de ce qui a été voté en Tunisie. Bien sûr, mais en Tunisie d'abord il y a le principe de la diligence voulue, qui a été exprimé. La diligence voulue, c'est-à-dire c'est un principe qui a été défini par les Nations Unies pour dire comment il faut se comporter à l'égard de la violence à l'égard des femmes, parce que ce n'est pas une violence ordinaire. Il faut que les pouvoirs publics aient la volonté d'aller enquêter, C'est pas comme quand quelqu'un vous agresse dans la rue, vous avez des témoins, vous avez des preuves et vous allez au commissariat. Là, quand une femme est battue chez elle, ça se fait ou qu'elle est violée ou qu'elle est bien, les autorités ils peuvent pas dire va me chercher des témoins, va me chercher la preuve et sinon non, il faut qu'ils aient une volonté d'aller enquêter, d'aller accompagner la femme pour ça, ce principe a été défini. Les définitions en Tunisie, elles sont conformes aux définitions internationales et autres, mais ce que je dis
comme argument majeur, c'est que la société civile, les associations féminines, qui sont au même titre que les associations marocaines qui ont milité aussi pendant des années, eh bien, elles ont dit bravo, nous sommes satisfaits de cette loi. Parce qu'elles ont été concertées. En Tunisie, ça fait l'unanimité auprès du Tunisie. Ça fait l'unanimité. Moi, j'aurais aimé que si la société civile avait dit bravo, c'est très bien, etc. Moi, qui suis-je pour venir dire non? Je ne suis pas d'accord. Je ne l'aurais pas dit. En tout cas, juste là-dessus, Bassim Hakaoui, en tant que ministre PJD, vous avez parlé tout à l'heure d'idéologie, d'islam politique, de toutes ces choses-là. Dans cette loi, il n'y a rien de cela. Autant vous la trouvez incomplète, autant vous la trouvez pas adaptée à, mais autant... Pas adaptée, non, parce qu'il y a des la tonalité, points. est-ce qu'il y a du... Je vais vous dire un exemple. Le harcèlement sexuel dans la rue, il n'a pas été défini dans la loi. Et par contre, ils disent que tout message, SMS ou autre, à consonance, disons, sexuelle, peut être puni par la loi. Alors aujourd'hui, si quelqu'un envoie un SMS à une fille en disant j'aime tes yeux ou tu me plais ou je ne sais quoi... Il y aurait de mal, là. On peut juger qu'il y a de mal ou pas de mal, mais il n'y a pas de mal. Mais dans le texte est ambigu. Le texte ne dit pas. Parce qu'il ne définit pas le harcèlement. Il vaut mieux envoyer un SMS au WhatsApp en disant à on est passible de la loi. À une jeune fille, on est passible sous la loi lorsqu'on échange on est passible de la loi si on fait... Parce qu'on est à cheval entre la protection des femmes contre la violence et entre la répression sexuelle. C'est là qu'il y a l'aspect idéologique. Alors que le CNDH avait demandé à ce que soit défini le harcèlement sexuel comme étant quand ça crée un état de malaise chez la personne. Parce que s'il lui dit tu es belle et que ça ne la dérange pas, qu'elle dit merci ou pas merci et qu'elle s'en va, peu importe, c'est pas ça qui est une... C'est pas un... Mais c'est quand même difficile à définir aussi le harcèlement moral. Le harcèlement, justement, il ne peut être défini que par rapport à l'état produit sur la fille. Quand on embête une fille, quand on la harcèle, ça veut dire de façon répétitive, et telle à produire chez elle un effet de malaise, et qu'elle dit « stop, laisse-moi tranquille », et qu'il continue, là c'est un harcèlement, ça s'appelle un harcèlement. Mais le simple fait, disons, de faire une approche, bon, moi je ne vais pas définir à quel niveau ça commence ou ça termine, parce que ça demande du travail, bien sûr. Oui, c'est compliqué d'ailleurs aussi. Mais c'est compliqué, mais la seule façon de le simplifier, c'est de dire par rapport à l'effet qui est produit sur la fille. En tout cas, on aura retenu, entre autres, qu'il vaut mieux s'exprimer à l'égard d'une jeune fille lorsqu'on est un jeune garçon. Éviter d'utiliser les réseaux sociaux, éviter d'utiliser le faire par SMS ou par WhatsApp. On complique la vie c'est comme les deux jeunes qui ont été traduits en justice parce qu'ils avaient fait un bisou sur les deux tourtereaux là. Les deux tourtereaux là qui avaient, je ne sais même plus quel âge, mais c'était des mineurs, qui avaient fait des bisous sur la toile et bien ils se retrouvaient au commissariat. Mais c'est scandaleux. Nous sommes devenus un pays qui condamne l'amour et qui ne condamne pas la violence. Nous sommes un pays qui pour la violence, c'est très difficile de faire condamner quelqu'un, il faut vraiment y aller. Alors que pour l'amour, dès qu'il y a deux tourtereaux, encore une fois, qui font quelque chose qui est considéré comme je ne sais quoi, et tout de suite, la sécurité, elle se précipite, quoi. C'est une aberration. Juste un petit mot avant de passer sur la troisième actualité et troisième axe, Nezha Sqali, sur les grands sujets sociétaux aussi, l'avortement. Bien, écoutez, l'avortement, ouais. Écoutez, moi je suis scandalisée, vraiment scandalisée de voir que ça fait 3 ans maintenant que le roi a donné son arbitrage suite à une bataille énorme menée par la société civile. Combien de temps nous avons perdu? Combien de drames? Mais où est-ce que ça bloque là? Non. Bien, écoutez, le code pénal, le projet de code pénal qui avait été introduit par M. Ramid quand il était ministre de la Justice, rendait les choses, tout en ayant l'air de se plier au verdict qui avait été celui de la concertation sous la présidence du roi, etc. Donc il a voulu légaliser l'inceste et le viol, et bon, les quelques cas où ça s'était permis, mais il a mis des conditions tellement draconiennes que ça devient impossible. Imaginez-vous, je vous donne un exemple, une fille victime d'inceste. Pour pouvoir accéder à l'avortement, il fallait qu'elle aille devant le tribunal, devant le juge, qu'elle dépose plainte, qu'elle ait une attestation du juge comme quoi sa plainte est recevable, et qu'elle aille dans tel endroit, qu'elle fasse il fallait tel registre, il faut que les cliniques fassent des registres, c'est-à-dire c'est devenu quelque chose de kafkaïen qui fait que c'est une fille qui est victime d'inceste. Est-ce que vous croyez qu'elle a envie d'aller au tribunal? Est-ce qu'elle a les moyens? Est-ce qu'elle a la possibilité? Qui va l'emmener? Qui va l'aider? Qui va le financer? Sur l'avortement, ça stagne. Donc, sur l'avortement, malheureusement, bon, ça ne stagne pas tout à fait parce que maintenant, il y a eu une proposition de loi
qui a été faite justement par le groupe du PPS. Et donc, voilà. Ben bien sûr, heureusement, mais moi je dis le PPS, c'est son orientation que je déplore. Mais si vous voulez, les militants et les militantes du PPS, ben il y a encore un tissu de valeurs, il y a un tissu de valeurs et un vivier pour lesquels j'ai beaucoup d'amis et de gens que j'estime infiniment. Et dans ce projet, il y a quoi toujours porté par la proposition de loi, en tout cas. La première chose, c'est qu'il a été sorti du code pénal. Pour que ce soit une loi d'éthique médicale et non pas une loi... Et ça, le roi l'avait dit il avait dit, cette question aurait dû rester une question purement médicale. Donc pas du ressort du pénal. Pas du ressort du pénal. Ça, c'est déjà énorme. Et puis, donc dépénaliser l'avortement, en clair. Voilà, si vous voulez, dépénaliser l'avortement, c'est une question médicale. Jamais une femme ne va de gaieté de cœur pour se faire un avortement. C'est jamais... Parce qu'en soi, c'est un bonheur infini de pouvoir donner la vie et d'avoir un enfant. Mais quand c'est impossible pour une fille de garder cet enfant, eh bien, il faut que la médecine puisse lui offrir des solutions. Possibilités, des alternatives. Il faut qu'elle puisse l'aider à le garder s'il y a lieu et qu'elle puisse l'aider aussi à se défaire d'une grossesse dont elle n'est pas la seule responsable, puisqu'il y a un autre partenaire qui, lui, n'est pas du tout inquiété. Autre grand dossier, autre grand sujet de société. L'abolition de la peine de mort. L'abolition de la peine de mort, mais peut-être avant l'abolition de la peine de mort, on est allés sur l'égalité en matière d'héritage. Est-ce que ça, voilà, est-ce que là, on en est où aussi? Est-ce que ce débat, il doit revenir un petit peu sur la place publique? Il a un peu disparu. Il y avait ce débat il y a quelques années, 3-4 ans d'ailleurs. On en est où par rapport à ça? Et vous, votre point de vue là-dessus? Écoutez, ce que je déplore avec force, c'est le fait qu'on interdise le débat. Ça, c'est scandaleux, parce que... Interdire le débat? C'est-à-dire, oui. Écoutez, vous faites référence au colloque la semaine dernière. Il y a le colloque qui a été... D'ailleurs, vous deviez intervenir. Je devais intervenir sur ce colloque. Sur quelle thématique vous deviez intervenir? Je vais intervenir sur la question de dépénalisation des relations sexuelles hors mariage et de la question de l'avortement, justement. Enfin, c'était des questions sur lesquelles... Comme vous étiez prévu là, le colloque a été annulé. Le colloque a été interdit, mais au-delà de... Je peux citer un autre exemple. Asma Mrabat, qui a été contrainte à démissionner de l'amicale des oulémas. Elle a été contrainte parce qu'elle a ouvert le débat. Alors, est-ce que l'islam interdit le débat? Non, l'islam n'interdit pas le débat. Là, regardez, on fait le débat, là, on est en train de faire le débat là-dessus. On est en train de faire le débat, mais il nous faut un débat serein. Un débat sans excommunication. C'est quoi un débat serein? Est-ce que quand on pose... Ça veut dire qu'on ne doit pas insulter les gens. Comme vous, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, je le redis, moi, sans un, ça fait 40 ans que vous faites du militantisme, et je ne vais pas vous demander votre âge, parce que en tout cas, ça fait 45 ans que vous êtes sur le terrain. D'accord? Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, poser comme thématique de débat public l'égalité en matière d'héritage, est-ce qu'on n'est pas un peu aussi dans la provocation? Est-ce qu'on n'est pas là où on ne va pas heurter aussi des pans entiers de la société? Voilà, d'accord. Est-ce que le débat est légitime? Alors, je vais vous dire. Si je vous dis qu'il y a une femme qui a vécu 40 ans avec son mari et qui n'a pas eu d'enfant, et qui vivait dans un 2 pièces merdique, enfin, tout petit 2 pièces, etc., que le mari décède, après avoir eu des années où il est resté impotent, etc., et qu'on vend cette maison pour que les frères et les neveux du défunt puissent récupérer, et que la femme supplie de dire, s'il vous plaît, laissez-moi une chambre dans cette... on lui dit, désolé, tu n'as pas droit à tu n'as droit à rien. Tu n'as pas droit à une chambre, tu as droit à un 8e et dehors. C'est difficile Et que cette femme est obligée d'aller mendier dans la rue. Est-ce que vous allez me dire que c'est ça l'islam? Bon, si vous me dites c'est l'islam, disons, peut-on en discuter? Peut-on en discuter? Est-ce que vraiment l'islam a prévu ça? Peut-on en discuter? Vous allez me dire non, si vous allez discuter de ça, c'est que vous êtes une impie. Je dis, moi, je veux comprendre, je veux savoir, est-ce que effectivement, une telle injustice, alors que dans le Coran, Dieu, quand il s'adresse aux croyants, il dit, je me suis interdit l'injustice. Donc moi, là où je vois de l'injustice, là où je vois par exemple un père de famille qui a 2 filles, et dans la même situation que j'ai cité, qui a 2 filles, qui n'a pas de garçon, et qu'on chasse de la maison pour vendre la maison. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? On dit qu'on donne la priorité à la famille, qu'on donne la priorité à l'enfant, qu'on protège la veuve et l'orphelin, et après on lui applique des lois comme ça. Moi, je veux comprendre. Moi, je refuse de croire que c'est l'islam qui fait ça. Moi, ce que je dis, c'est que ce sont les shahadats des ulama, des fuqaha du 2e siècle. Le 2e siècle, après la vie du prophète, qui ont établi des lois qui ne sont pas dans le Coran, mais qu'ils les ont imposées
Et maintenant, il les verrouille. Il les verrouille. Il ne nous laisse pas discuter. Moi, ce qui est dans le Coran est dans le Coran, mais laissez-nous lire ce qu'il y a dans le Coran. Laissez-nous écouter les différentes interprétations de ce qu'il y a dans le Coran. Et ce qui est fuqaha, eh bien, c'est relatif. Parce que c'est relatif à un siècle où ils ont vécu. Est-ce que selon vous, parce qu'on n'a pas de... quel est le baromètre social, selon vous, au sein de la société, de notre société, la société marocaine, sur cette question-là? Est-ce que vous considérez que la société est prête, par exemple, à effectivement à participer, à entendre, à participer, à contribuer à un débat et voilà, une réflexion collective là-dessus, mais qui soit sereine? Justement, la population, elle discute par le biais de ses représentants. Et les débats, où est-ce qu'on change les lois? C'est pas dans la rue. On change les lois dans les institutions. Est-ce que pour vous, ça passerait par un changement de loi ou par la volonté aussi de la nation? C'est-à-dire il faut débattre. Oui. Mais il faut débattre en respectant les règles du débat. C'est-à-dire qu'on laisse les différentes voix s'exprimer et surtout qu'on n'utilise pas l'injure et l'excommunication. Quand on dit à quelqu'un non, tu es un mécréant, si tu dis ça, tu es un mécréant, si tu dis ça, tu es en dehors de l'islam, si tu dis ça, tu es un kafir, etc. Il n'y a pas les conditions normales d'un débat. Et pour que la population puisse être convaincue, il faut débattre. Je vais vous donner l'exemple qui est moins polémique de la peine de mort. Aujourd'hui, le CNDH a fait une étude sur la perception des Marocains à l'égard et des Marocaines pour l'abolition de la peine de mort. Il y a près de la moitié des Marocaines et Marocains qui sont favorables à l'abolition de la peine de mort. Alors qu'au début, c'était beaucoup moins. Au début, on n'avait pas des statistiques, mais au début, la plupart des gens, ils étaient la peine de mort. Si le CNDH ou une autre organisation devait poser la question aux Marocains, est-ce que vous êtes pour ou contre la parité, l'égalité en matière d'héritage, vous pensez qu'on serait sur une 50 majorité qui serait pour ou pas? Non, selon vous? Aujourd'hui, si on pose ce qu'il y a dans la loi actuellement, c'est Dieu qui l'a voulu, vous êtes pour ou contre? La majorité vont dire on est pour ce que Dieu a voulu. Mais si on dit que ce qu'il y a dans la loi actuellement est en contradiction et même en opposition avec ce que Dieu a voulu, et qu'on en débatte, et qu'on ait la possibilité de convaincre les gens, eh bien je suis convaincu que la majorité des gens seront pour la justice. Les gens sacralisent la parole divine, c'est tout à fait une réalité dans notre pays. Mais il ne faut pas qu'il y ait l'utilisation de cette sacralité, qu'elle soit détournée, qu'elle soit utilisée contre justement les valeurs et principes enfin, Dieu ne peut vouloir que ce qui est hautement bon pour l'individu. Bon pour l'individu et pour la société. Justement, on va finir juste là-dessus parce qu'entre tout ce qu'on entend aujourd'hui un peu partout qui fait l'actualité, donc même qu'on a commenté au début, on a du mal à poser notre réflexion, notre thématique aussi, y compris avec des invités. Je profite de votre présence aujourd'hui. C'est sur le modèle de développement sociétal aujourd'hui. Oui. Voilà, on a l'impression que c'est un peu, on dit il y a de la haine sociale sur les réseaux sociaux, les riches regardent les pauvres avec mépris, les pauvres regardent les riches avec arrogance, c'est un peu compliqué, la situation, voilà, c'est un peu tendu. Donc là, il y a aussi le chef de l'État qui a appelé aussi à une réflexion de fond sur la refonte du modèle de développement de notre pays, mais le modèle de développement, il est aussi et avant tout sociétal, il est culturel, il est social. Est-ce que là-dessus, est-ce que ça va être compliqué aujourd'hui de réfléchir, de porter une vision en la matière? Moi, je crois que notre modèle de société doit être basé sur des règles du vivre ensemble. Au-delà de nos différences linguistiques, culturelles, sociales... Il faut qu'on gère nos différences et non pas qu'on nous enferme dans un modèle unique et qu'on soit obligés tous d'être dans le même schéma, dans le même comportement. C'est-à-dire penser la même chose, dire la même chose, manger la même chose. Voilà, manger la même chose, dire la même chose, écouter la même musique, voir parler la même langue. Avoir les mêmes codes. Aujourd'hui, moi, je vois des Marocains qui parlent hollandais, qui parlent allemand, qui parlent français, qui parlent chinois, qui parlent mandarin. Qui parlent mandarin et qui parlent amazigh et qui parlent arabe. Et dans la majorité, quand ils parlent Darija, je comprends tout le monde. Quand ils parlent amazigh, je regarde avec un sourire bienveillant, mais je ne comprends pas ce qui se dit. Mais la même chose quand j'entends des Marocains qui parlent de toutes les langues. Mais aujourd'hui, nous sommes tous des Marocains et des Marocaines. Donc aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à gérer tout ça entre nous, sans violence, et qu'on crée une dynamique pour induire le changement. En étant d'accord... Le changement vers quelle direction? Justement, premièrement, combattre les inégalités. Oui. Les inégalités dans le monde ont atteint déjà un niveau insupportable, du genre que 80% de la population mondiale ne possède que moins de 40% des richesses du monde, alors que 300 personnes dans le monde
possède autant que, disons, que des milliards les 7 milliards d'individus. Donc voilà, on est devant une concentration des richesses qui est énorme à cause de l'évasion fiscale, à cause de la mondialisation, disons, des politiques économiques mondiales et à cause de l'évasion fiscale. Aujourd'hui, au Maroc, il en va de même. On a des gens qui ont de l'argent à ne pas savoir qu'en faire, à tel point qu'il y a de l'argent qui se déverse dans des actions qui ne sont pas toujours les actions dont on a besoin, alors que l'État manque cruellement de moyens pour mettre en œuvre des politiques sociales. Donc aujourd'hui, comment peut-on continuer? Mais sur le modèle. Excusez-moi, parce qu'il y a un aspect fiscal. Parce que pour agir, il faut des moyens. Fiscale. Mais sur quel modèle? Moi, vous me dites voilà, Rachid Alaoui, il faudrait financer. Il faudrait être beaucoup plus contributif. Je vais essayer de donner trois. Financer quel modèle sociétal aujourd'hui? Un modèle sociétal. De vivre ensemble du nord au sud, de l'est à l'ouest. Avec nos disparités, avec nos différences. Mais je vais essayer de donner quelques points, mais laissez-moi aller dire. Parce que la justice fiscale, il faut la dire. S'il n'y a pas de justice fiscale, il n'y a pas de moyens pour mettre en œuvre des politiques. Ça, c'est indispensable. Donc, par exemple, la défiscalisation de l'activité agricole, elle a atteint ses limites. Aujourd'hui, il faut protéger les petits paysans, mais les grands propriétaires terriens, ils doivent payer, ils ont les moyens, ils doivent payer ce qu'il faut pour contribuer à la progrès de la communauté. Il y a l'approche égalité. Égalité des droits, égalité homme-femme. C'est une approche, disons, indiscutable et, disons, incontournable. Regardez les objectifs du développement durable qui ont été mis en place par les Nations Unies, les 17 ODD, en perspective de 2030. Ce sont des conditions sine qua non. C'est un minimum comme un SMIC pour avoir le développement dans les pays. Et ça passe par l'enseignement, ça passe par la santé, ça passe par l'égalité homme-femme, à plusieurs niveaux, par l'environnement, par un ensemble de... Ça, on doit lui donner la priorité. Mais vous êtes confiante, vous, sur la conception d'un modèle de société commun où chacun d'entre nous, on sera à l'aise? Bien oui, à condition d'abord de parler. Et il faut se parler. Il faut se parler. On ne se parle pas. En fait, on est en train de revenir à des choses primaires. En fait, c'est de se dire aujourd'hui, malgré la mondialisation, malgré les progrès technologiques, ce que le plus difficile aujourd'hui, c'est d'arriver à communiquer entre individus. Et pas seulement communiquer, bien sûr, il faut la conduite du changement. La conduite du changement doit être faite en coopération avec la population, à travers la société civile, à travers les institutions. Au Maroc, on dit qu'il y a la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Le gouvernement, il impose au Parlement. C'est lui qui est la majorité parlementaire. La majorité, disons, gouvernementale impose à la majorité parlementaire la vision qui est la sienne. Et donc le Parlement est aujourd'hui pratiquement... Il a très peu d'autonomie pour pouvoir effectivement exprimer la souveraineté dont il dispose. Il y a l'égalité homme-femme, il y a l'approche participative et il y a l'approche territoriale. Il y a l'approche territoriale, elle est fondamentale. La régionalisation, il faut qu'on donne les moyens aux régions et qu'on leur donne le pouvoir réel de pouvoir effectivement créer des dynamiques au sein des régions. Et il faut que ceux qui ont la vision nationale, il faut qu'ils puissent se dire qu'on ne peut faire aucune action limitée à une ou deux régions. Il faut qu'on traite à égalité l'ensemble des 12 régions du pays. En tenant compte des spécificités de chaque région, bien sûr, y compris culturelles, y compris linguistiques. Bien sûr, mais c'est ça le sens de la régionalisation. C'est que chaque région doit avoir un certain nombre de choses à gérer sur place, en tenant compte de sa réalité. Mais on doit pouvoir fournir, par exemple, les cadres de la santé dans chaque région, former les cadres de santé dans chaque région pour qu'ils puissent y rester, pour les enseignants, mais avec des valeurs qui ont été définies par la Constitution et qui doivent être des valeurs communes pour tout le monde. Cette dynamique-là, si on a cette vision, je crois que c'est possible. Le Maroc, il mérite le meilleur parce qu'on est un pays effectivement formidable. Dernière petite question, j'ai été frappé, surpris de ne pas voir Neza Srali dans le 10e congrès du PPS. Oui, tout à fait, le 10e congrès du PPS. Vous n'avez pas l'air très copain ou plus copain avec Nabil Benabla. C'est pas une question de personne, mais à partir du moment où le PPS a décidé de s'allier avec le PJD, pour lequel les valeurs sont aux antipodes, j'ai vu que c'était, pour moi, je n'ai absolument pas accepté cette alliance. Ça a heurté vos valeurs, ça a heurté vos principes. Donc ça a heurté mes valeurs et principes, d'autant plus que dans cette alliance PJD-PPS, c'est le PJD qui gagne, c'est lui qui a réussi à renforcer sa place et qui a réussi à faire ce qu'il voulait, sans être nullement inquiété, c'est-à-dire c'est plutôt le PPS qui a fait des concessions sur les questions des droits des femmes, sur les questions des libertés, et on a vu que ces dossiers-là continuent à bloquer jusqu'à maintenant
en matière d'égalité et en matière En tout cas, ça n'a pas empêché Nabil Ben Abdallah d'être réélu pour la 3e fois de manière consécutive à la tête du parti, donc les militants ont largement voté pour lui. Non, excusez-moi, donnez-moi à fabriquer un congrès et je vous donnerai le résultat que vous voulez. Ah. Fabriquer un congrès, parce qu'un congrès... Fabriquer, c'est-à-dire... louer une salle, installer des chaises, c'est quoi fabriquer un congrès? Fabriquer un congrès, ça veut dire décider qui participera à ce congrès. Au niveau des sections, agir pour que soient élus les personnes qui correspondent à votre vision et éliminer les autres. Et bon, on n'entend peut-être pas suffisamment les voix de tous ceux qui ont contesté les congrès régionaux, qui ont contesté les résultats de ceux qui représentaient. Donc vous êtes en train de dire en fait de critiquer la même mise ou de dénoncer en tout cas la même mise de Nabil Ben Abdallah sur l'ensemble des instances régionales du parti au-delà de ça, pour je favoriser pense que sa réélection. Nabil Ben Abdallah aurait dû avoir l'intelligence de comprendre que le pays a besoin de sang neuf, que nous avons besoin au sein du PPS aussi. Le PPS a un rôle à jouer. Le PPS promet un nouvel élan démocratique. C'était le slogan, me semble-t-il, du 10e congrès. Un nouvel élan démocratique. Oui, c'est un mot d'ordre qui ne m'a pas touché parce qu'on veut faire du nouveau avec les mêmes. Faire du neuf avec du vieux, si vous voulez dire. Ça me convainc pas. C'est ça, faire du neuf avec du vieux. Si vous voulez. Oui, est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Si c'est pas, oui, voilà. Enfin, simplement, je crois que les dynamiques de changement auraient dû être aussi. On aurait dû faire une vraie autocritique, une évaluation et une autocritique de l'alliance avec le PJD, et on aurait dû nous recentrer autour de nos valeurs et autour des principes sur lesquels a été fondé le PPS. Donc on aura compris, les Aspralais, que vous n'êtes pas prête ou en tout cas disposée à prendre un café ou à déjeuner avec Nabil Ben Abdallah en tête à tête. On peut dire ça. Il ne m'a jamais invité de toute façon, mais ni à prendre un café ni autre. Mais c'est pas une question de personne. C'est pas au niveau d'une question de personne. C'est l'orientation, la direction. C'est de l'orientation. Moi, je compare un parti politique à un train qui doit aller dans la bonne direction. Après, au sein du train, il peut y avoir un peu de tout et on peut gérer. Mais il faut qu'il aille dans la bonne direction. Aujourd'hui, le train PPS, malheureusement, ne me paraît plus aller dans la voie qui a été tracée par ceux qui l'ont fondé et qui l'ont construit. En tout cas, merci à vous, Moussa Asprali. Je rappelle que vous avez été ministre en charge de la femme, de la solidarité et du développement social et membre de cœur et historique du PPS, le Parti du Progrès et du Socialisme. Et je reste attaché profondément aux valeurs du PPS et je ressens toujours de la reconnaissance à l'égard des fondateurs de ce parti. Merci en tout cas à vous et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.